Bonjour à tous, c'est Florence. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo jeux de société. Et donc, je vous présente plus en détail l'un de mes jeux de société préférés. Il s'agit de Citadelle de Bruno Feduti. Alors, effectivement, ce n'est pas le thème principal de ma chaîne, mais j'aime bien vous proposer aussi des choses voilà, que j'apprécie. Et donc, en ce moment, je suis très jeu de société et donc j'avais envie de vous partager les jeux de ma ludothèque également. Donc Citadelle, c'est un petit jeu qui est sorti maintenant il y a pas mal de temps et qui franchement est un poids lourd du jeu de société malgré son tout petit format. Pour vous donner une indication, je vais vous montrer un cahier qui est format cahier de brouillon. Et ben voilà la taille de Citadelle par rapport à ce cahier. Donc on voit que Citadelle, c'est un petit jeu qui va être sympa parce qu'on va pouvoir le glisser dans un sac de voyage, dans un sac comme on veut, hein, quand on va se balader quelque part. Et il est super facile à transporter et emmener partout. C'est aussi un jeu avec un très très bon rapport qualité-prix fun. Voilà, même un très bon rapport prix-fun. Voilà, c'est un jeu que vous allez trouver aux alentours de 11 € quand il est neuf, donc vraiment pas très cher. Et croyez-moi, pour ces 11 €, vous en avez vraiment pour votre argent parce que c'est un jeu qui est complètement addictif. Donc Citadelle, ça se joue à partir de 10 ans et plus, ça se joue de 2 à 7 joueurs et comptez environ 45 minutes la partie. Donc voilà, c'est un jeu où vraiment on va se poser et passer un petit peu de temps à jouer quand même. Ce que j'aime beaucoup dans Citadelle, c'est que par rapport à tous les jeux de société que j'ai pu connaître pendant mon enfance, comme je sais pas, La Bonne Paye, Destin, le Monopoly, c'est des jeux qui reposent quand même énormément sur le hasard, soyons clairs. Ici, dans Citadelle, vous allez vraiment devoir faire des stratégies pour être le bâtisseur de cité le plus prospère. Et donc, dans ce jeu, vous allez devoir astucieusement choisir vos personnages et appliquer leurs effets. Et puis, c'est aussi un jeu qui va être plein de coups fourrés, de coups bas. Et là, ouais, il n'y a plus d'amitié qui tiennent. On devient les pires truands. Mais c'est extrêmement satisfaisant et extrêmement bon quand on arrive à faire une crasse à un autre joueur. C'est juste génial. Donc, vraiment, beaucoup d'amusement avec Citadelle. Donc, au niveau du matériel, on va retrouver donc des jetons pièces d'or qui vont nous servir à acheter les bâtiments de notre cité. Un jeton couronne qui va indiquer qui est le joueur qui mène le jeu. Des petites cartes aides de jeu pour se rappeler quelles sont les fonctions des différents personnages, leurs pouvoirs et capacités spéciales, et pour savoir dans quel ordre les appeler, notamment si c'est vous qui avez la couronne, c'est votre devoir d'appeler les joueurs à tour de rôle. On va avoir donc des cartes personnages. Donc nous allons retrouver un évêque. Voilà, donc lui, il ne peut pas être attaqué par le condottiere, donc qui est le personnage de catégorie militaire, sauf s'il a été assassiné. Chaque quartier religieux dans sa cité lui rapporte une pièce d'or. Ensuite, nous avons le voleur, donc lui peut voler le trésor du personnage de son choix au début de son tour. Donc il ne peut dépouiller ni l'assassin ni la victime de l'assassin. Et quand le personnage détroussé sera révélé, il devra donner tout son or au voleur. Le marchand reçoit une pièce d'or supplémentaire au début de son tour. Donc ça, c'est le personnage des gros radins, de ceux qui aiment accumuler des piles d'or, voilà, et qui sont à fond dans moi je veux plein d'or. Par contre, c'est assez dangereux quand même, parce que vous doutez bien que vous serez la cible privilégiée du voleur. Chaque quartier commerçant dans sa cité lui rapporte également une pièce d'or.
Vous avez l'architecte, donc lui, il n'a pas de quartier particulier associé qui va lui rapporter de l'or à son tour, mais par contre, il a quand même des avantages. Il peut piocher 2 cartes quartier supplémentaires à ajouter dans sa main au début de son tour, donc ça c'est plutôt cool, alors que les autres joueurs ne peuvent en prendre qu'une seule. Et il peut bâtir jusqu'à 3 quartiers d'un coup, alors que les autres sont limités à 1 quartier par tour. L'assassin, lui, il va assassiner un autre personnage de son choix, qui, du coup, ne pourra pas jouer. Donc, voilà. Le roi, il va prendre le jeton couronne, et au tour suivant, eh bien, c'est lui qui appellera les personnages dans l'ordre pour mener le jeu. Et puis, donc ça veut dire que quand ce sera son tour de choisir son personnage au tour suivant, c'est le premier à choisir. Voilà. Donc c'est lui qui a le plus de choix. Donc chacun des quartiers nobles dans sa cité lui rapporte une pièce d'or. Voilà. Ensuite, nous avons le magicien. Donc lui, au choix, il peut échanger la totalité des cartes de sa main avec celle du joueur de son choix. Donc évidemment, il ne peut pas leur demander ce qu'ils ont dans la main. Il va falloir essayer de voir s'ils sont contents ou pas de ce qu'ils ont dans leurs mains. Ou il peut aussi défausser les cartes qui sont dans sa main et les remplacer par des cartes qui se retrouvent dans la pioche. Le condottiere, donc vous voyez, il a une couleur parce qu'il est associé à un type de quartier. C'est le personnage militaire. Donc il peut détruire un quartier en payant son coût de construction -1. Et chaque quartier militaire dans sa cité lui rapporte une pièce d'or. Donc voilà, ça c'était pour les personnages et leurs pouvoirs. Et donc ce qui est vraiment sympa, c'est qu'à chaque tour de jeu, on va remélanger les rôles, les redistribuer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire ces stratégies et avancer. Voilà, des fois on aura besoin d'accumuler de l'or pour pouvoir acheter des trucs et construire. Des fois on aura peut-être plutôt intérêt à être condottiere pour ralentir un autre joueur, notamment en fin de partie. On pourra aussi avoir besoin d'être assassin ou voleur pour se débarrasser d'un autre joueur qui nous embête. Des fois, on aura besoin d'être architecte pour renouveler un petit peu les cartes qu'on a dans sa main et avoir des choses plus intéressantes. Ou on se mettra un petit peu évêque si on est prudent pour se protéger des assassins, des destructions, etc. Donc voilà, tout dépend un petit peu du personnage que vous choisirez et à chaque tour, ce sera redistribué, remélangé. Donc il va falloir bien choisir vos rôles avec astuce, sans être trop évident non plus si vous voulez pas devenir la cible de certains autres personnages. Les cartes quartier, comme vous pouvez le voir, sont ainsi faites. On va retrouver donc le nom du quartier, une petite bulle qui indique la nature du quartier. Donc les quartiers rouges sont des quartiers militaires, ils sont associés au personnage du condottiere. Donc s'il a construit des cartes avec une petite bulle rouge, eh bien il lui rapporte une pièce supplémentaire en début de son tour par quartier militaire. Ensuite, on a des quartiers avec une petite bulle verte qui sont des quartiers commerçants, donc qui vont aller avec le personnage du marchand. Donc si le marchand en a dans son quartier, dans sa cité qui sont construits, eh bien pareil, il touche une pièce d'or supplémentaire par quartier vert construit dans sa cité. On a les quartiers nobles qui sont en jaune, tout comme le personnage du roi. Voilà, donc quand le roi a construit des quartiers jaunes qui sont construits dans sa ville, eh bien en début de tour, pareil, il lui rapporte de l'argent. On a des quartiers bleus qui sont les quartiers religieux, donc qui vont aller avec le personnage de l'évêque, toujours sur le même principe. Et puis, on a des quartiers un petit peu spéciaux, qui n'appartiennent à aucune de ces catégories, qui sont les quartiers violets, qui sont des catégories de type merveille. Voilà, par exemple, le donjon ne peut pas être détruit par le condottiere. Ou encore la grande muraille. Le prix à payer par le condottiere pour détruire vos autres quartiers est augmenté de 1. On va essayer d'en trouver d'autres qui sont sympas. Le trésor impérial, à la fin de la partie,
marquez un point supplémentaire pour chaque pièce d'or dans votre trésor. Donc voilà, tout ça, toutes ces cartes violettes, on va avoir envie d'en avoir quand même dans sa cité parce qu'ils vont pouvoir vous apporter des avantages que vous n'auriez pas autrement. Et il y en a même certains qui vont même vous rapporter des pièces supplémentaires. Donc le coût d'achat, c'est les pièces qui sont en doré. Et là, vous voyez qu'il y a 2 pièces argentées à la fin. Eh bien, ça veut dire que ce quartier, quand vous allez l'acheter, le construire, il va vous coûter 6 pièces d'or. Mais qu'au moment du calcul final des scores, il en coûtera 8. Voilà. Donc, sachez que quand on construit ces quartiers, eh bien, si on est 2 à 3 joueurs pour terminer sa cité, il faudra construire 8 quartiers. Et de 4 à 7 joueurs, il faudra construire 7 quartiers. Voilà. Donc, quand le 7e quartier a été bâti, on continue le dernier tour. Ça peut permettre des fois à d'autres joueurs de bâtir également leur dernier quartier. Et ensuite, on s'arrête. Donc, ce qu'il est bon de savoir par rapport à cet objectif, puisque l'objectif, c'est de bâtir tous ces quartiers et qu'ils aient la valeur la plus élevée possible pour avoir la cité la plus prestigieuse, eh bien, au moment du décompte des points, il va y avoir des petites bonifications qui s'appliquent. Donc, si quelqu'un a réussi à construire une cité qui comprend au moins un quartier jaune, bleu, vert, rouge et violet, eh bien, s'il a tous les types de quartiers dans sa cité, il aura une bonification de 3 points. Le premier joueur à terminer sa cité aura une bonification de 4 points et les autres qui terminent quand même leur cité au cours du dernier tour peuvent avoir 2 points. Et enfin, il y a les bonifications qui sont liées à la construction des merveilles. Par exemple, celle-là qui vous rapporte des points supplémentaires ou l'autre qui permettent de transformer les pièces de vos trésors restantes en points de victoire. Voilà, donc il y a des rebondissements et des fois on pense pouvoir gagner quand on pose sa dernière carte de sa cité. Et puis au dernier moment, il y a un autre joueur, il va poser un autre truc et il va vous repasser devant. Donc voilà, c'est ça qui est très sympa aussi dans le fonctionnement de Citadelle. Parce que c'est vraiment assez tactique. Et puis voilà, c'est beaucoup de rigolade, c'est du bluff, etc. Donc évidemment, tout au long de la partie, quand on a un personnage, il faut le garder secret. Il ne faut surtout pas révéler aux autres qui vous êtes. Et il faut attendre votre tour de jeu, le moment où vous êtes appelé pour vous révéler. Donc par exemple, quand le voleur va décider de voler un autre joueur, il ne saura pas à l'avance qu'il va pouvoir voler à un tel qui a plein de pièces dans son stock. Il va dire, bon, moi, je vais voler tel personnage. Par exemple, je vais voler l'architecte. Parce qu'il va penser, par exemple, que l'architecte, c'est Nicolas qui a 6 pièces devant lui. Sauf qu'en fait, l'architecte, ce sera pas Nicolas. Ce sera Romain qui en a que 2 des pièces. Voilà. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de ce jeu. Je fais une petite pause, un petit raccord montage et je vous montre l'exemple d'un tour de Citadelle. Donc voilà, j'ai fait la mise en place du jeu pour une partie à 4 joueurs. Donc j'ai préalablement éliminé 2 cartes face découverte et une carte face cachée. Chacun des joueurs a en sa possession dans sa main 4 cartes quartiers qu'il pourra jouer par la suite et 2 pièces dans son trésor. Ça, c'est notre point de départ. On va imaginer pour le bien de cette démonstration que je suis la joueuse la plus âgée à cette table et donc à ce titre, j'ai le pion couronne. C'est à moi qu'il va appartenir d'appeler tour à tour les autres joueurs lorsqu'on va démarrer. Donc pour appeler les autres joueurs, je vais tout simplement devoir suivre l'ordre indiqué sur cette petite carte aide-mémoire. Donc j'appellerai d'abord l'assassin, puis le voleur, puis le magicien, le roi, l'évêque, le marchand, l'architecte et le condottiere. Et les joueurs
garderont leur rôle secret et ne se révéleront que à partir du moment où ils auront été appelés. Donc, pour l'instant, j'ai éliminé certaines cartes. Maintenant, je vais pouvoir découvrir quelles sont les cartes restantes. On voit que, a priori, j'ai dû évincer l'assassin et l'évêque. Il semble qu'il nous manque le voleur, donc ça c'est plutôt cool pour moi, parce que ça veut dire que si je prends le marchand sur ce premier tour, je peux ni être assassiné ni volé, donc c'est plutôt safe. Je vais prendre le marchand, je le dépose face cachée devant moi, je remélange tout bien et je passe à mon voisin d'à côté qui va faire de même. Il va prendre les cartes, il va se choisir le personnage, admettons, il veut être le roi pour avoir le choix du personnage en premier au tour suivant. On continue ainsi de suite. Hop et hop. Et je pense que j'ai dû mal remélanger les cartes parce qu'il doit me manquer une carte personnage quelque part. Normalement, on en remet une deuxième ici. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait en faisant ma préparation, mais il y a une carte personnage qui a dû se glisser au mauvais endroit. Bref, on va imaginer que c'est parti, on démarre la partie. Donc, je vais appeler l'assassin. L'assassin est ici, pas de réponse. Il n'assassine personne. On passe au personnage du voleur. J'appelle le voleur. Y a-t-il un voleur? Pour rappel, je suis marchand. Ici, on a le roi. Là, on a le magicien. Et ici, on a l'architecte. Donc, non, pas de magicien. Pareil, on passe au tour suivant. Je demande au roi de se révéler. Paf. Hop, le roi se réveille, dit « Bonjour, c'est moi le roi ». Il récupère le jeton couronne. C'est lui qui prendra ce rôle d'appeler les joueurs tour à tour au tour suivant. Au début de son tour, eh bien, il va pouvoir décider de soit prendre des cartes dans la pioche pour les ajouter à sa main, soit de prendre des pièces pour pouvoir commencer à se constituer un trésor afin de construire ses bâtiments. On voit que le roi, il a des cartes assez badass dans sa carte. Hein, ici, il a des quartiers à 4 pièces, ce qui est déjà pas mal. Et puis ici, il a le dracopore. C'est une des cartes qui rapporte le plus dans ce jeu, hein, puisqu'elle coûte 6 et elle rapporte 8. Donc, il a plutôt intérêt à accumuler de l'argent. Donc, il a le choix entre prendre une carte ajoutée dans sa main ou 2 pièces. Ben, il va prendre 2 pièces. Hop, 1 et 2 dans la banque. Il les ajoute à sa main. Évidemment, ça, il ne les a pas montré aux autres joueurs. C'est gardé secret. Il dit, et il termine son tour. Ça passe au joueur suivant. Donc, le joueur suivant, eh bien, maintenant, c'est à partir de ce moment-là, c'est le joueur qui a le roi qui appelle. Donc, il va appeler l'évêque. Alors, l'évêque, il est là, donc il n'y a pas d'évêque. Le marchand, hop, à mon tour de me révéler. Je suis marchand, donc mon bonus, mon petit pouvoir magique, c'est de gagner une pièce d'or gratos en début de mon tour. Ok, ça c'est plutôt cool. Et maintenant, je vais avoir le choix entre prendre une carte quartier ou de l'or. On voit que j'ai aussi des bâtiments qui sont plutôt cool dans ma main. Donc, je vais plutôt décider de prendre de l'or. Je vais demander donc 2 pièces d'or. Hop, voilà, ça me fait 5 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vais construire une forteresse à 5 points. Hop, je la mets devant moi et je paye son coût en pièces, donc 5. 1, 2, 3, 4, 5 à la banque. Mon tour est terminé. On appelle ensuite l'architecte. Hop, l'architecte se révèle, il est ici. Donc lui, direct, il a le droit de récupérer 2 cartes gratos dans sa main. Donc, hop, il est bien servi. Il récupère un palais et un comptoir. Et puis, ça, c'était son pouvoir. Il a aussi pas mal de trucs assez sympas dans sa main. Donc lui aussi, il va décider de prendre 2 pièces. Voilà, et puis, admettons, son pouvoir, lui, il peut construire jusqu'à 3 quartiers d'un coup.
Donc on va dire qu'il va essayer de sprinter, nous mettre un peu la pression Et non, il pourrait pas. On pourrait imaginer qu'il puisse construire 2 x 2, hein, parce que ça coûte 4 et il a ce qu'il faut. Mais non, c'est 2 fois la carte marché. Et on peut pas avoir 2 fois une carte avec le même intitulé dans sa cité. Donc ça marche pas. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire le port. Le port, il est plutôt sympa. Ça vaut 4, c'est du marchand. Hop, il va construire le port devant lui. Tac, tac, tac. Et il paye. Le dernier joueur a terminé. Fin de tour. Donc, chacun des joueurs va rendre sa carte personnage. On récupère celles qui sont au centre également. J'ai oublié d'appeler le condottiere, mais voilà, on savait qu'il n'y était pas. Et donc, on va recommencer. Donc, cette fois-ci, eh bien, c'est le joueur qui était roi précédemment qui va donc écarter 2 cartes face visible. On ne peut pas écarter le roi face visible. Donc, on recommence, on remélange. Hop, hop, l'assassin et le condottiere, l'architecte et le condottiere sont écartés face visible. Il retire une carte face cachée et puis à son tour, il va se choisir un personnage. Admettons, il va prendre l'assassin. Hop, on continue de distribuer. Hein. Normalement, on choisit ses cartes. Et voilà, ainsi de suite. On continue comme ça, tour après tour, à appliquer les effets de nos personnages, à prendre des pièces ou prendre des quartiers et construire notre cité. On se retrouve à la fin de partie. Imaginons que je suis la première joueuse à avoir construit mes 7 quartiers. Eh bien, on va faire le total des points accumulés. Donc, pour ça, on va compter les pièces sur les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hein, puisque là, on applique le bonus de cette carte violette. Donc, j'ai déjà 30 points rien qu'avec les pièces indiquées sur les cartes. Mais on peut voir aussi que j'ai des quartiers de toutes les couleurs. Donc, je passe de 30 points à 33 points. J'ai une bonification de 3 points. Je suis également la première joueuse à avoir fini ma cité. Donc, je prends encore 4 points supplémentaires et ça me mène à 37 points. Voilà, et on va faire donc ainsi de suite avec les cartes qui ont été construites par chacun des joueurs. Et à la fin, eh bien, tout simplement, celui qui a le plus de points aura gagné la partie. Et voilà le principe de Citadelle. Donc Citadelle, c'est vraiment un jeu petit budget, abordable, qui prend pas de place, que vous pouvez balader dans votre sac, emmener en vacances très facilement. Et en même temps, c'est des parties qui durent un certain temps, qui sont stratégiques, qui sont pleines de retournements de situation, de coups bas, de traîtrises. Et ça, c'est juste absolument génial. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer un petit peu dans les jeux de société un petit peu plus sérieux et un peu plus sympa que le Monopoly, eh bien, je vous recommande de tout cœur de tester Citadelle, un jeu petit par sa taille, mais aux grandes qualités. Voilà. Sachez que en termes de jeux de société, des fois, c'est pas forcément les boîtes les plus spectaculaires qui vont renfermer les meilleurs jeux. Là, c'est une petite boîte vraiment sans prétention, petit format, petit design, pas forcément très tape à l'œil, et pourtant c'est un jeu vraiment extraordinaire. Donc sachez qu'il existe une autre version de Citadelle avec une boîte restylée, voilà, des graphismes plus modernes et une boîte beaucoup plus grosse, tout simplement parce que dedans il y a plus de rôles, donc vous pouvez jouer à plus que 7 joueurs. Personnellement, ça m'est jamais arrivé de jouer à plus que 7, donc voilà, c'est pas forcément très utile. Ça permet après à la longue d'échanger certains rôles qui sont pas essentiels, hein, donc les rôles finalement des personnages en gris, vous pouvez les interchanger avec d'autres cartes de la boîte extension. Mais globalement,
Voilà, je trouve que déjà pour commencer, c'est très très bien cette petite version et je vous la recommande de tout cœur. Amusez-vous bien avec Citadel si ce jeu vous a séduit.